Yo. Bonjour tout le monde et bienvenue à Un Café avec ton courtier, saison 5, une saison spéciale, pas seulement parce que c'est la 5e saison, mais aussi parce qu'on le fait cette année devant public. Donc on a un public déchaîné, vous les avez entendus. On est à la buvette Beaubien, sur la rue Beaubien, évidemment. Je veux remercier certaines personnes avant de commencer. Bien évidemment, mes invités, puis je vais vous les introduire dans quelques secondes, mais je veux aussi remercier Veruska Hart, ma grande partner, qui commandite cet événement. Donc, merci beaucoup, Veruska, qui est présentement ici. Alors, mes deux invités, Mark McIntosh. Mark, il a la distinction de... Évidemment, c'est un peu comme le Survivor All-Star. Là. On a des invités qui reviennent parce qu'ils ont été tellement marquants. I'll be back. Donc, Mark avait été présent à la saison 2 et à la saison 3. Donc, tu es l'invité qui a eu le plus de vues et de... Donc merci d'être là. Merci de revenir, de nous donner cet honneur-là. Et on a un tout nouveau, donc une recrue, Grégory Saint-Amand. Merci d'être ici, courtier immobilier chez Remax 2000. Si je me trompe pas, je dis toutes les choses comme il faut. 2000. C'est bon. Yes. Donc voilà, moi c'est mon anniversaire, pour mon anniversaire de fête, c'est mon anniversaire de courtage. Je me suis lancé à mon compte il y a 3 ans. Donc c'est un podcast, oui, mais c'est aussi un petit party. Et je suis content que vous soyez présents à mon party de fête, messieurs. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci de nous inviter. Mais merci à vous. Je commence avec toi, mon ami Mark McIntosh, parce que c'est toi qui as le plus d'expérience. Dis-moi, qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans les 3 dernières années? Quelque chose de nouveau dans ton travail de conseiller sécurité financière? Dans mon domaine. Justement, je me posais cette question-là, puis c'est assez flagrant. Je pense que ça va être similaire aux autres domaines. Mais ce que j'ai remarqué qui a beaucoup changé dans les 3 dernières années, c'est la communication des assurances aux gens. J'ai l'impression que les gens, les assurances, on se dit, c'est un sujet plate, là. Je pense Je le dis à tous mes clients, comment est-ce que je veux pas en parler. Acheter une maison, les assurances, c'est l'affaire la plus plate, la moins excitante dans le processus, mais c'est un passage obligatoire, évidemment. Et important. Et important, très important. Puis je me disais, les gens, ils se renseignent de plus en plus. Je l'ai vu, le changement. Là. Moi, ça va faire bientôt là, ma 6e année. Je vais recommencer ma 7e année. Puis au début, je me rappelle, on était toujours au téléphone, toujours en train de rejoindre les gens. Et puis, tous les conseillers là, dans notre bureau, dans notre domaine. Puis plus le temps passe, j'ai l'impression que plus on se retrouve sur l'Internet. Puis les gens, ils vont valider sur Internet, ils vont valider par le vidéo et... les réseaux sociaux, puis leur choix d'assurance, puis leurs questions sur les assurances, puis évidemment aussi l'intelligence artificielle qui a emboîté le pas en même temps. Fait que j'ai l'impression que c'est vraiment de plus en plus le client qui vient à nous et non nous qui vont vers le client en termes de leur choix d'assurance. Fait que les clients, autant, parce que moi je vis un peu la même affaire, les clients sont beaucoup plus informés qu'ils l'étaient avant, mettons. Avant, ils t'appelaient pour avoir l'information. Maintenant, ils arrivent avec de l'information qui est déjà... pas tout le temps bonne, mais mais ils sont déjà outillés un tout petit peu. Oui, j'irais plus loin en disant que souvent, les gens qui achètent leur maison, ils prennent souvent l'assurance du prêteur, par simplicité, par la loi du moindre effort, puis aussi manque d'information. Mais plus ça va, plus on en voit. C'est peut-être mon algorithme aussi qui me montre des trucs d'assurance à tout beaucoup de courtage hypothécaire, moi. Tu dois voir beaucoup de courtiers immobiliers. Ben, c'est ça. Fait que, moi, je vois beaucoup de ça. Puis je suis hypochondriaque, fait que beaucoup d'accidents et d'affaires comme ça. Mais bon. Puis j'ai remarqué que ça, c'est un gros changement, en tout cas dans mon domaine, dans les 3 dernières années. J'ai vraiment vu je prends presque plus le téléphone, honnêtement. Là. Puis pas juste moi, mes collègues aussi, on le voit avant, pour vous donner un exemple, dans notre bureau, on était des fois une 50aine, tout en même temps, à faire des cliniques téléphoniques, à appeler des clients, des prospects, des choses comme ça. On fait plus ça. Non, puis au niveau du client, ben c'est bon, je pense, pour le client, parce qu'il peut se faire une tête, se renseigner, choisir un peu son type d'assurance, faire ses recherches sur Internet. Puis sous forme de vidéo, c'est plus ludique et plus clair des fois que de... Tu peux le réécouter au nombre de fois que tu veux. Des textes d'assurance ou peu importe. Fait que je dirais que ça, c'est un des changements. C'est lui qui me vient à l'esprit, là... au niveau des assurances. Merci Marc. Tu as parlé d'assurance hypothécaire. Puis je vais vouloir qu'on y revienne dans quelques instants, mais je veux parler à Grégory. Toi, qu'est-ce que tu trouves qui a changé dans les 3 dernières années dans le courtage immobilier? Dans le courtage immobilier, je dirais le temps. Je pense que tout le monde prend un peu plus de temps maintenant. C'est ça, on sortait de la COVID. Ouais. Tout était vite. Là, depuis 3 années, je pense qu'on redevient
des courtiers. Je pense qu'on était on prenait des commandes plus qu'autre chose. Là, on revient à côté en conseil, on accompagne, on guide, on travaille avec vous, dépendamment de où on est rendu dans la transaction. Je pense que c'est vraiment ça qui a changé, c'est qu'on prend le temps de bien conseiller, on magazine. Et comme Marc dit, les acheteurs, les vendeurs arrivent déjà informés. Parfois, pas la bonne information, mais ils ont déjà une bonne idée de qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qu'ils cherchent et qu'est-ce qu'ils s'attendent à recevoir. Je pense que c'est le temps. Il y a beaucoup plus de temps qui est fait et le monde sont plus informés sur qu'est-ce qu'ils veulent et qu'est-ce qu'ils cherchent. Mais c'est moins, parce qu'on disait à la sortie de la pandémie que c'était la folie. Puis on se rapporte en 2020, on est en 2026 aujourd'hui, là, pour quelqu'un qui écoute ça en 2048, là, mais on est en 2026. Il y a 3 ans, c'était 2023, c'était la sortie, puis là, tout ce qu'on entendait parler, beaucoup, c'était la surenchère. Puis tu sais, des fois, c'est une façon que les gens ont d'évaluer comment va le marché. Donc, comme, y a-t-il encore de la surenchère? Qu'est-ce que tu vis? Comment tu vois ça? Répondre oui ou non, ça serait une mauvaise réponse. Je pense qu'il faudrait plus expliquer le contexte économique et aussi comment les acheteurs voient le marché, comment les vendeurs voient le marché et le courtier qui est sandwich entre les deux, comment il fait son travail d'inscrire une maison. J'inscris une maison 100 000 moins cher, 50 000 cher que ce que le marché demande. Oui, il y a de la surenchère. Elle va se vendre au prix que le marché la vaut vraiment. Donc, est-ce que c'est une vraie surenchère? Non, c'est fabriqué. Il y a la surenchère pour qu'est-ce qui est plus clé en main. Je pense que le prix de la vie a augmenté, on le voit, l'essence, l'épicerie, les matériaux et tout. Donc, quelqu'un qui voit une maison, un condo qui est clé en main est prêt à payer plus parce qu'il n'y a pas de travaux à faire que d'acheter peut-être un condo moins cher, une propriété moins chère et savoir qu'il va devoir débourser un 10-15 000 de ses poches. 10-15 000 qu'il n'a peut-être pas. Donc, est-ce que de la surenchère? Oui, mais je pense que ça dépend du produit. Je pense qu'on est rendu là dans le marché. Fait, dans le fond, j'étais un client, j'ai passé par mon ami Grégory, j'ai acheté une maison, puis là, une question qu'on reçoit beaucoup, nous, une fois qu'on a fait le financement, donc il est venu me voir après, puis là, il dit, la banque m'a offert une assurance hypothécaire. Qu'est-ce qu'on devrait dire à ces gens-là, Marc? Parce que moi, à la base, je vais le dire. Moi, je décourage les gens de faire ça pour différentes raisons. Puis je vais te laisser les aborder parce que tu es définitivement plus un expert que moi. Mais je le sais aussi. Je dis toujours pour vraiment parler à un expert parce que je sais qu'il y a des situations où est-ce que ça peut être bon, l'assurance hypothécaire. Quelles sont-elles? Ouais. Et pourquoi qu'on va dire qu'un autre type d'assurance va être plus approprié pour les gens? Je dirais, je pourrais répondre en 3 segments, on va dire, à cette question-là. Premièrement, il y a des gens, parfois, qui n'en ont pas besoin d'assurance. Exemple, un homme célibataire, sans famille, sans enfants, ascendant, descendant, seul, qui s'achète une maison, puis qu'à son décès, il n'y a pas d'héritier. Concrètement, il faut se poser la question, puis là, il faut se dire, est-ce que dans le futur, peut-être, ça va changer? Ouais. Bon, mais je peux mettre mon nom en attendant. Oui, c'est ça, tu sais, ou une œuvre de charité. Ouais. Des fois, il y en a qui font ça aussi. C'est ça, c'est mon nom, ça aussi. Des fois, il y en a qui n'en ont pas de besoin. Fait que ça, c'est le premier critère, on va dire. Ensuite de ça, il y a des gens, des fois, que c'est très temporaire. Exemple, qu'ils veulent juste acheter quelque chose pendant 5 ans. Après ça, c'est prévu qu'ils prennent leur retraite ou ils s'en vont dans un autre pays ou peu importe. Ben, bon, il y a ça. Un tremplin. Une sorte de tremplin, c'est ça. Faut vraiment... La fameuse réponse, c'est ça dépend. Là. Puis c'est pas mauvais, les produits bancaires. Des fois, moi, j'appelle ça... On peut se recycler là-dedans parce que c'est plus facile aussi de souscrire à ces choses-là. Faut être en très bonne santé pour aller se prendre un produit là, adapté sur mesure. Mais souvent, bon, c'est lors de la réclamation qu'ils font parfois une analyse plus poussée et non à l'adhésion. Mais les avantages principaux, moi, ce que je dis tout le temps quand je rencontre quelqu'un, la première chose, c'est que je dis, mais pourquoi attends, moi, je vais t'arrêter sur ça parce que je veux que tu reviennes. Un petit rewind. Rewind. Bon. Ils vont faire une plus grande évaluation à... Redis-le. Tu sais qu'est-ce que je veux, tu sais où est-ce que je veux aller. Oui, ben parfois c'est à la réclamation qu'ils vont faire une enquête. C'est ça, ils vont faire une enquête à la réclamation et non pas à l'adhésion. Ouais. Fait que je peux avoir été accepté pour être assuré, j'ai payé tous les mois, et à la réclamation, non, finalement, tu n'étais pas assurable. Ça dépend des cas. Ça pourrait. Exactement, ça pourrait arriver. Fait que ça, c'est un enjeu. C'est rare, là, ceci étant dit. Mais sinon, c'est vraiment la portabilité du produit. Parce qu'on va se le dire, par exemple, toi, tu es courtier hypothécaire. Fait que quelqu'un qui achète une maison, on le voit, il va toujours vouloir que ça coûte le moins cher. Donc, forcément, il va magasiner. Il va changer de banque. Ben, est-ce que tu veux toujours changer ton assurance à chaque banque ou tu vas en prendre une qui va te suivre? Parce qu'on va tous mourir un jour-là. Fait que là, c'est de planifier quand est-ce que ça va arriver, qu'est-ce que je veux qu'il arrive. Si ça arrive trop vite, je veux laisser quoi à ma famille? Puis si ça arrive plus tard, qu'est-ce que je veux qu'il reste en bout de piste? Fait que c'est de se dire, OK, je vais prendre quelque chose qui va être adapté pour
mes 25 prochaines années, mes 50 prochaines années, peu importe. Puis ça va me suivre et je pourrais magasiner, changer de banque, En fait, on va garder une arme de négociation. Ça, c'est la portabilité du produit, c'est vraiment un des arguments. Ensuite de ça, ben il y a aussi le fait qu'il peut être sur mesure. Des fois, il peut être monsieur, madame n'ont pas le même niveau de vie ou le même revenu, ben peut-être que des fois, monsieur a besoin de plus d'assurance, madame moins ou l'inverse. Fait que de vraiment le prendre sur mesure. Puis c'est pas que le si moins monsieur, cher si aussi. monsieur meurt, c'est moins grave que si madame meurt. Dans certains cas. Ben, tu sais, exemple, une inégalité salariale, si le pourvoyeur décède, la famille est beaucoup plus menacée financièrement. Il est aussi plus désagréable, dans notre exemple. Ouais. On sait de qui on parle. Mais tu sais, il y a aussi le fait que le prix. Mais des fois c'est pas, on a la mauvaise réputation de on pense que c'est moins cher, mais des fois, c'est un tout petit peu plus cher. Mais c'est sur le long terme que tu vas te rattraper. Prenez un escalier comme exemple. Si le prix augmente à tous les escaliers, à tous les renouvellements, ben à un moment donné, tu vas être vraiment plus cher. Mais au début, des fois, de se dire, je vais payer peut-être un 10-15$ de plus, ben sur le long terme, sur mon 25 ans, je vais être extrêmement gagnant parce que plus tard, je vais conserver le prix de quand j'étais jeune. Puis, ben plus tard, ben là, ce que j'en vois des clients, des fois, ils ont 55 ans, je commence à chercher une assurance parce qu'ils en ont entendu parler. Puis là, c'est rendu ultra hors de prix. Cher. Je dis, hey, t'aurais pu geler ça quand t'avais 30 ans comme prix. Fait que ça, c'est l'un des avantages principaux, le prix. Parce qu'une assurance vie ou invalidité qu'on prend à 30 ans, normalement, va coûter le même prix tout le restant de ma vie. Selon ton produit, oui. Tu peux avoir c'est des primes garanties, puis sur mesure. Fait que c'est vraiment... je pense que c'est très important de magasiner ça, là. Surtout que c'est une grosse portion de la dépense. On la remarque pas parce qu'elle est un petit peu abstraite dans le sens qu'on est tellement excité quand on achète une maison, on pense... notre cerveau est programmé comme ça, on tasse ses affaires moins excitantes, puis on se concentre sur qu'est-ce que je vais acheter comme set de patio, qu'est-ce que je vais acheter, quelle couleur va peinturer ça. Mais c'est le temps de prendre des décisions. Ben, je pense que c'est plus parce que c'est pas un sujet qu'on entend souvent, les assurances. L'assurance vie, d'habitude, c'est plus tabou. Elles ont plus peur parce que ça résonne à la mort, le décès. Je pense que c'est plus à cause de ça qu'on est sur le côté. Mentalement, on veut éviter ça. C'est un système de défense. Moi, le premier, j'essaie de ne pas avoir la discussion avec les clients. Moi, j'en parle, puis je vais dire, avez-vous pensé à votre assurance vie invalidité? Oui, parfait, j'ai un expert qui va vous en parler. Comme moi, parler de cynisme, tout ça, c'est pas trop mon genre. J'aime bien mieux parler du projet le fun qui est l'achat de la maison. Je vais quasiment me lancer dans la couleur des rideaux puis tout ça, mais je me lancerai pas dans les assurances. Puis je suis certain que tout le monde à qui ils ont parlé, leur beau-père, tout le monde, tu sais, tout le monde dans la chaîne, le courtier immobilier compris, personne ne veut y parler de ça tant que ça. Puis là, tu arrives à la fin, puis évidemment, tu es à l'institution financière, dans le bureau, tu veux quasiment que ça finisse le plus vite possible, cette rencontre-là. Puis là, tu as cette offre-là. Fait que je pense que c'est un monde aussi où est-ce que l'éducation pourrait être avantageuse. Ben oui, puis s'il ne ferait pas ça, s'il en parlerait juste pas, ben peut-être que la personne n'en aurait jamais pris. Absolument. Parce que c'est pas obligatoire. Là. Tu peux vivre avec le danger, le risque. Mais est-ce qu'on le prend, oui ou non? Tu coches, merci, bonsoir. Je peux lui donner ça au moins au produit bancaire, la simplicité d'assurer des gens qui normalement n'auraient peut-être pas fait les démarches puis le parcours. Parce que, puis en plus, c'est long là, quand tu veux rencontrer plusieurs personnes puis comparer plusieurs assurances. C'est un peu comme magasiner ses assurances auto. Il y en a qui le font de temps en temps, mais pas le projet le plus excitant. Là. Tu fais ça avec un petit verre de vin sur le bord de la piscine, tu les appelles tout un après l'autre. Ouais. Parlant de choses qu'on ne lit pas tout le temps, Grégory, il y a des nouvelles règles sur les condos. Et évidemment, là, je parle des procès-verbaux, de toutes ces affaires-là que les gens ne lisent pas nécessairement. J'aimerais ça que tu m'en parles un petit peu plus. C'est la loi 141. Merci. Yes, c'est pour ça que tu es là. Qu'est-ce qui arrive, c'est... Bon, il y a de plus en plus de condos qui se construisent, beaucoup moins de maisons. Puis les condos, c'est des mini... On pourrait dire que c'est une mini-entreprise. Donc, il doit avoir un compte de banque, un fonds de roulement, un compte de dépenses pour justement maintenir la bâtisse en santé. Parce que quand on en achète, dans le fond, une portion de l'immeuble, mais les autres propriétaires ont chacune leur portion et tout le monde est propriétaire d'un immeuble. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il y a beaucoup de condos, je pense, c'est dans les années 2000, ça a explosé les condos. Et quand vient le temps de remplacer le toit, remplacer de la plomberie, fenêtres ou des éléments importants structurels, ils réalisent qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de compte de banque, il n'y a pas les fonds nécessaires. Ça fait quoi? Ça fait des cotisations spéciales de 5 000, 10 000. C'est pas tout le monde qui a 5 000, 10 000 dans un compte de banque. Donc, l'immeuble, détérioration de l'immeuble, mauvaise qualité, le monde le vend à perte, etc. Donc là, le gouvernement, pour arrêter ça, gérer ça, a décidé de faire ce qu'on appelle la loi 141, qui demande d'avoir un compte de banque avec la prime d'assurance.
Donc, en tout temps, tu as le minimum de ta prime d'assurance. Également, de faire un carnet d'entretien. Donc, appeler un ingénieur, une compagnie qui vient évaluer les 25 prochaines années pour te dire, hey, dans 5 ans, ton toit va être dû. Dans 10 ans, les fenêtres. Dans 15 ans, tes balcons. De façon à ce que les frais de condo soient ajustés aujourd'hui pour qu'à chaque étape importante, les fonds nécessaires vont être là. Donc, c'est ça la nouvelle loi. C'est plus pour protéger les propriétaires contre eux-mêmes. Parce que c'est facile quand on est propriétaire de dire « Ah, j'ai pas envie de mettre 300 par mois. Pourquoi? Je vais juste mettre 150, ça couvre le gazon, ça couvre le déneigement. Fini. » Le gouvernement dit « Non. On va s'assurer que vous faites votre carnet d'entretien. Les 25 prochaines années, vous savez, votre toit est du camp, plomberie, etc., etc. Et quand va venir le moment de faire les réparations, de payer, ben vous savez que l'argent est là. Si jamais il y a un sinistre, il y a un dégât, votre prime d'assurance, elle est là. Donc, c'est vraiment pour protéger les propriétaires contre eux-mêmes. Parce que, veux pas, on est cheap de nature, si on peut dire ça. Il y a personne qui volontairement va dire « Ah oui, on augmente notre frais de condo de 100 $. S'il vous plaît, augmentez les frais de condo. Ouais. Surtout qu'on sait que quand on vend, on ne le récupère pas. Non. Donc, c'est ça la mentalité. Comme, ben oui, mais je donne X par mois. Quand je vais vendre, je ne vais pas le récupérer. Donc, les propriétaires avaient l'habitude de mettre « OK, on va mettre le minimum possible pour qu'on puisse fonctionner. Puis, qu'est-ce qui arrivera. Donc là, le gouvernement a dit non, stop. On met cette mesure-là, comme ça on vous protège. Puis ça, c'est bon pour les tours à condo là, qui ont des piscines, des spas, des gyms, des affaires de même, mais c'est aussi bon pour monsieur et tout. Les plus petites copropriétés. Qui ont 3 places, 3 unités, mettons. Là. La loi diffère un peu. C'est sûr, un 3 unités ne va pas être aussi difficile à gérer qu'un 150 unités, mais les petites propriétés aussi sont assujetties à cette loi-là. Donc, le prime d'assurance doit être là, le carnet d'entretien doit être fait également. C'est sûr, il y a une flexibilité, si on peut dire, sur le quand tous les montants doivent être disponibles et tout, mais toutes les copropriétés sont assujetties à ça. Sais-tu, parce que je sais qu'on voit qu'il y a un ralentissement au niveau du condo, puis on en parlait avant, tantôt, tu me disais, ouais, pas juste sur les condos, mais il y a un petit ralentissement sur, évidemment, le temps que ça prend à vendre, l'assurance gère, tantôt, les montants qui peuvent être demandés. Est-ce que ça a un impact? Ça vient de jouer dans la balance? Je pense que ça a un petit impact parce que le monde font le saut. Par exemple, tu magasinais, il y avait un an, tu reportes ton projet à 2026, tu compares les frais de condo, tu magasinais 750, tu reviens maintenant en 2026, c'est rendu 250. Tu fais, wow, c'est un $100 de plus dans mon budget que je n'avais pas calculé. Est-ce que ça a un impact? Je dirais minime. Parce qu'une fois que tu fais 5-6 visites, tu réalises que tout le monde a augmenté et tu comprends la loi. Ça fait partie de ce que ça va prendre pour acheter ton condo. Donc, je pense pas que ça impacte nécessairement les futurs acheteurs, mais au niveau des propriétaires, ça a un impact. Parce que, justement, il doit y avoir un ajustement. Une copropriété qui n'était pas à jour, qui, justement, mettait le minimum, mais là, ils doivent ramasser... Oui, il y a du rattrapage à faire. Ceux qui louent les condos, là, exemple, un propriétaire de condo qui loue son condo à une autre personne, ça doit rendre vraiment moins intéressant le projet de faire du locatif dans les condos quand que... Ça vient gruger une partie du profit. Ça vient gruger une partie du profit, je ne le cacherai pas. Comme on a des investisseurs, puis je leur dis, ton frais de condo, calcule-le dans ton profit. Parce que oui, tu as ton hypothèque, taxes, frais de condo. Si c'est mal géré, mais attends-toi que ça augmente de 15-20%. Là. Avec la nouvelle loi? Avec la nouvelle loi, oui. Est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que c'est encore rentable pour toi? Ça dépend de qu'est-ce qui te reste à payer. Et là, c'est là que tu appelles Pierre-Alain pour voir si les chiffres marchent. On fait les scénarios. On fait les scénarios, ça fonctionne. Mais oui, ça vient. Côté investissement, ça vient affecter. Dépendamment de la mise de fonds que tu mets. Comme je dis, tu roules les scénarios, dépendamment, tu mets 20. Si tu es investisseur, tu dois mettre 20 minimum ou tu mets plus. Ça vient changer tes calculs. Puis le marché à Montréal, dans le Grand Montréal, je sais que toi, tu habites dans la Chine. La Chine. Mais ton bureau est à Laval. La Chine, travaille à Laval, exact, on est à Montréal. On aime ça rouler. Mais il y a l'air de quoi le marché présentement? On disait, y a-tu de la surenchère, y a-tu pas de surenchère? Mais en gros, tu dirais que c'est un marché de vendeurs, un marché d'acheteurs. Où est-ce qu'on en est rendu en mai 2026? Je dirais que c'est un marché équilibré. Le monde va dire les prix sont à la hausse ou il y a beaucoup de clients qui disent mais là, avec tout ce qu'on entend de la guerre et tout, est-ce qu'on peut faire des offres agressives? 100 000 plus bas. Non, c'est un marché équilibré. Les acheteurs, je pense, un peu comme on parle, il y a beaucoup plus d'informations. Les acheteurs sont plus informés. Je pense que les acheteurs sont plus aussi responsables de leur budget. Ils regardent vraiment qu'est-ce qu'ils ont besoin. Quelqu'un qui a besoin de 3 chambres à coucher va pas regarder un 5 chambres à coucher, piscine creusée avec jacuzzi spa. Ils sont réalistes dans ce qu'ils veulent.
l'acheteur est plus réaliste. Donc, au niveau de la surenchère, comme je disais, il va mieux calculer son budget avant d'offrir plus, à savoir, est-ce que, par exemple, j'ai des travaux à faire dans les 3-5 prochaines années? Oui, cette maison-là, elle ne vaut pas ce prix-là pour moi. Ouais. Si j'ai rien à faire, juste à amener mon canapé, ma télévision, OK, je suis prêt à mettre plus parce que je sais que je suis à tête reposée pour au moins 3-5 ans. Donc, est-ce que la surenchère, il y en a quand c'est clé en main? Est-ce qu'il y a une négociation de prix santé, je parle, là, comme une bonne négociation où le vendeur, il est content de ce qu'il reçoit, l'acheteur est content de ce qu'il va faire? Il y en a. Est-ce qu'il y a des cas extrêmes? Il y en a toujours, mais je dirais le marché il est en santé. Il est actif, il y a des ventes. C'est un peu plus lent, ce qui est normal. C'est juste, je pense qu'on a été habitué à une semaine vendue. Ça, je pense qu'on est encore. Je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs qui vivent encore avec les souvenirs de leurs amis qui ont vendu durant la COVID et un week-end porte ouverte vendu lundi. Non. Avec plusieurs offres multiples. Avec offres multiples. Non, on est rendu dans un marché. Il y a moins d'offres multiples, là, un petit peu, j'ai l'impression. Ça dépend encore du produit. Clé en main, on a une propriété à Laval. Clé en main, très beau produit, belle finition, tout. On a eu 5 offres. On a une autre propriété, ça fait 2 semaines. On a des visites à chaque jour. Mais, il y a un petit bobo ici, un petit bobo là. Mon client, il trouve que le prix demandé n'est pas juste. Donc, ça dépend du produit. Il y a de l'activité. Équilibré. Puisque les acheteurs sont plus consensueux, ils sont plus... Ça permet d'être un peu plus sélectif. Oui, parce que, veux pas. C'est un gros achat aussi. Le taux d'intérêt a augmenté comparé à ce qu'on avait. Évidemment. Ça, c'est sûr que la guerre a eu un impact là-dessus. La guerre a un impact. Donc, ils se disent, regarde, je suis prêt à investir un gros montant. Je vais être, comme tu dis, picky avant de dire oui, je le veux. Messieurs, merci beaucoup. Vous avez été là pour les 3 premières années. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut s'attendre dans les 3 prochaines années? Là? Quelque chose qui s'en vient, quelque chose qui va être plus important. Si je suis un consommateur, je veux faire de l'argent là, dans les prochaines années, à quoi je dois penser? Dans nos domaines respectifs. Personne ne fait de l'argent en 3 ans, là, c'est la première chose. On veut pas la recette secrète, mais qu'est-ce que je veux faire pour bien me positionner dans les 3 prochaines années? Rapproché. Si je parle... OK, premier cas. Acheteurs. Je dirais aux acheteurs, commencez à épargner, calculer la mise de fonds. C'est un long projet. C'est sûr, bon, on ne veut pas l'inflation, les prix vont monter naturellement. Donc, c'est vraiment un projet qu'il faut prendre à cœur et bien planifier. On va devoir peut-être couper un peu sur le style de vie quelques années, mais c'est de l'argent qu'on récupère. C'est un sacrifice qui est récompensé plus tard une fois qu'on achète et qu'on va vendre dans 10-15 ans. Donc, je dirais aux acheteurs, planifiez le projet, parlez avec votre courtier hypothécaire ou planificateur financier, tout le monde qui peut vous aider à mettre ce projet de l'avant. Appelez-les, discutez, faites un plan de 1, 2, 3 ans, voir qu'est-ce que ça prend si je commence aujourd'hui. Pour les vendeurs, je dirais, prenez soin de votre maison. C'est ça le clé de succès. Parce que l'inventaire montréalais est pas tout le temps top, là. Non. Il y a beaucoup de laisser-aller, si je peux dire. Et tout le monde veut top dollar. Mais si tu veux le plus, assure-toi que qu'est-ce que tu as à vendre, c'est le plus. Donc, faut pas attendre, faut pas attendre la dernière journée. Je veux le vendre, là, je rénove quel plan. Petit à petit, j'entretiens. Donc, je dirais, le mot-clé, c'est planification. Planification. Ça va avec ce que tu parles des fois de plan d'épargne et tout ça. Là. Oui. Puis, dans le futur, en tout cas, de l'assurance, c'est une théorie que j'ai, je ne suis pas certain, mais je suis allé à la grande journée de l'assurance l'année dernière, c'est une fois par année, ça, au Palais des Congrès. Puis il parlait de quelque chose aux États-Unis qui est déjà en place ou qui commence tranquillement, puis c'était que les gens adhéraient 100% de manière autonome à leurs produits d'assurance en ligne, 100%. Le processus devenait très autodidacte puis automatisé. Robotisé, quasiment. Oui. Puis je pense que je pense que ça, peut-être pas dans les 3 prochaines années, là, mais éventuellement, je pense que ça va peut-être aller vers ça. Puis qu'on va devenir quand même du service conseil, mais qu'il va y avoir quelqu'un qui connaît déjà très bien ça ou qui s'informe, ben, il peut... Je ne saurais pas quoi dire. Mais moi, je pense qu'il va toujours y avoir des gens qui vont avoir besoin de ces services-là. Puis des gens, je veux dire, tu peux acheter ta maison par toi-même. Tu peux faire ton financement hypothécaire par toi-même. C'est ça. Il y a des gens qui sont bons là-dedans, puis il y a des gens qui ont besoin de support, ils ont besoin de soutien émotif ou même éducatif. Puis je pense qu'il va toujours avoir une place pour les humains. Le contact humain va toujours être présent. C'est juste la machine, si on peut dire ça, l'automatisation AI va prendre plus de place. Donc je pense, pour nous, professionnels, ça va être s'assurer qu'on est au top, excuse-moi pour l'anglicisme, au top de notre game. On n'est pas juste
par exemple, pour un courtier, je suis pas juste quelqu'un qui plante une pancarte et ouvre la porte. Non, c'est ça. Je suis capable de conseiller et référer aux différents professionnels dépendamment de la situation, connaître mon marché. Et je vais avoir l'intelligence artificielle qui va m'accompagner, m'aider avec un client qui a déjà peut-être fait 90% de ses recherches déjà par lui-même. Ouais. Donc, ça va juste être celui qui est capable de soit confirmer ses recherches ou celui qui dit « wow, ce que Chad t'a dit, t'es complètement à gauche. » C'est ça la réalité. Je pense qu'on va devoir être des spécialistes et pas juste... On ne pourra pas être un courtier hypothécaire, courtier immobilier ou courtier en assurance générique. On va être des professionnels. Pour ramener l'humain. Mais je pense qu'il y a du bon dans ça. Messieurs, je vous remercie beaucoup. C'était court, c'était vite, ça a passé rapidement. Yes. Merci beaucoup. Grégory Saint-Amand chez Remax 2000. Marc McIntosh chez Industriel Alliance. Merci beaucoup. Merci à la foule. Merci à la buvette Beaubien. Merci à Yannick à la console. Je vous remercie beaucoup. On a encore 2 autres épisodes de cette fameuse saison numéro 5 à la buvette Beaubien. Stay tuned. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Merci infiniment à mes invités ainsi qu'à mes commanditaires. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres en audio sur Spotify, Apple Podcasts et Google Podcasts et en vidéo sur YouTube en cherchant un café avec ton courtier. Si vous voulez communiquer avec moi ou avez des commentaires, n'hésitez pas à me les transmettre sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. On se retrouve pour notre prochaine dose de caféine avec ton courtier.